Une île, à 24 km de la côte iranienne. 90% de tout le pétrole que l'Iran vend au monde y transite. Pendant des décennies, le régime iranien a juré que cela n'arriverait jamais. Il a construit des bunkers, installé des missiles, positionné des navires de guerre autour d'elle. En mars 2026, des bombardiers américains partis du Royaume-Uni, à plus de 6000 km de là, sont arrivés au-dessus de cette île et ont détruit 90 cibles en une seule nuit. Des bunkers de missiles, des dépôts de mines navales, des systèmes de défense aérienne, la tour de contrôle de l'aéroport. Tout ce que l'Iran avait construit pour protéger cet endroit a été éliminé avant l'aube. Et maintenant, les États-Unis envisagent tout simplement de prendre l'île. C'est ce que l'Iran redoute le plus, et cela se produit déjà. Mais, pour comprendre l'ampleur de cela, vous devez comprendre ce que les États-Unis ont fait au cours des 3 semaines précédant leur arrivée ici. Pendant des années, des experts militaires du monde entier ont dit la même chose. Attaquer réellement l'Iran serait un suicide. L'Iran avait construit, au fil des décennies, l'un des arsenaux les plus redoutés du Moyen-Orient, avec 2500 missiles pointés dans toutes les directions. Une marine positionnée dans le détroit d'Ormuz, le couloir maritime par lequel transite 20% de tout le pétrole de la planète. Des drones en quantité industrielle et un plan militaire construit autour d'une idée simple. Si quelqu'un vient, il paiera un prix que le monde entier ressentira. Les généraux américains disaient qu'une telle guerre ouvrirait les portes de l'enfer. D'anciens présidents mettaient en garde contre le risque d'une guerre qui pourrait engloutir tout le Moyen-Orient. Mais alors, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël y sont allés, et l'ont fait. Il était 7 heures du matin, heure de Téhéran, lorsque le ciel a explosé. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, dirigeait le pays d'une main de fer depuis plus de 30 ans. Il avait survécu aux sanctions, aux assassinats de généraux, aux cyberattaques, à toutes sortes de pressions. Il était le symbole de la résistance du régime, l'homme que l'Occident n'avait jamais réussi à atteindre. Ce matin-là, il était mort. Avec lui, 48 des plus hauts commandants militaires et politiques du régime ont été éliminés dans les premières heures. Le chef de toute l'armée iranienne, le commandant des gardiens de la révolution, l'élite militaire du pays, le ministre de la Défense, le chef du service de renseignement. Des décennies d'expérience militaire effacées en quelques heures, et l'Iran a répondu de la seule manière possible, par la force. Le premier jour, le pays a lancé près de 500 missiles en direction d'Israël. Une démonstration de puissance qui semblait confirmer toutes les craintes, qui montrait que, même avec la direction décimée, la machine de guerre iranienne était toujours debout. Mais ce qui s'est passé au cours des 20 jours suivants a tout changé. Les États-Unis et Israël ne se contentèrent pas de bombarder des cibles au hasard, ils démantelaient l'Iran de manière systématique, pièce par pièce, comme on démonte un moteur. On commence par la défense aérienne. L'Iran disposait d'un réseau de systèmes anti-aériens répartis dans tout le pays, ce qui empêchait tout avion de survoler librement le territoire iranien. Sans cela, le pays devenait complètement vulnérable. En moins d'une semaine, 80% de ce réseau avait été détruit. Que se passe-t-il quand vous perdez 80% de votre protection aérienne ? Les bombardiers américains B-52, d'énormes avions âgés de 70 ans, qui transportent des tonnes de bombes mais ne possèdent aucune technologie furtive, ont commencé à survoler l'Iran, comme s'il s'agissait d'un exercice d'entraînement, car pour eux, c'était presque le cas. Le ciel iranien était ouvert, mais ce n'est pas tout. Les missiles étaient le grand atout de l'Iran, tous ces projectiles accumulés au fil des années. Le plan était d'en lancer tellement en même temps que les systèmes de défense ennemis ne pourraient pas tous les abattre. Une pluie de métal qui rendrait tout conflit impossible à supporter. Le premier jour, l'Iran a lancé près de 500 missiles. Il semblait que le plan réussissait. 10 jours plus tard,
Ce nombre était tombé à moins de 40 par jour, et 20 jours plus tard, il était proche de 0. Et tu veux savoir comment cela a été possible ? Eh bien, les États-Unis et Israël ont détruit les plateformes de lancement. 300 d'entre elles, 65% de toute la capacité d'attaque de missiles de l'Iran éliminée. Les usines qui produisaient 100 nouveaux missiles par mois ont été bombardées. À quoi cela sert-il d'avoir des milliers de missiles si tu ne peux pas les lancer ? Et les drones ont subi le même sort. L'Iran avait beaucoup investi dans des drones d'attaque bon marché, les mêmes modèles qu'il a fournis à des groupes à travers le Moyen-Orient. 20 jours après le début de la guerre, les lancements avaient baissé de 95%. Et ici, nous arrivons à une partie de cette histoire que presque personne ne raconte, et qui est probablement la plus impressionnante de toutes. La marine iranienne était la gardienne du détroit d'Ormuz. Frégates, sous-marins, navires de patrouille, vedettes rapides. C'était elle qui garantissait que l'Iran pouvait, s'il le voulait, fermer le corridor le plus important du monde pour le commerce du pétrole. L'amiral américain Brad Cooper, responsable des forces des États-Unis au Moyen-Orient, a annoncé, le 16 mars, que plus de 100 embarcations iraniennes avaient été détruites ou gravement endommagées. Pour vous donner une idée, l'Iran possédait avant la guerre 109 navires et embarcations militaires. Mais un épisode en particulier résume mieux que n'importe quel chiffre ce qui est arrivé à la marine iranienne. Ce détail spécifique est pratiquement passé inaperçu dans les journaux télévisés, et c'est le plus surprenant. La frégate Iris Dena était l'une des fiertés de la flotte, un navire de guerre moderne, positionné dans l'océan Indien, à des milliers de kilomètres du conflit. Ses membres d'équipage pensaient probablement qu'ils étaient assez loin pour être en sécurité. Un sous-marin américain l'a suivi en silence, a tiré des torpilles et l'a coulé au large des côtes du Sri Lanka. Au moins 87 membres d'équipage ont sombré avec elle au fond de l'océan, sans avertissement, sans échappatoire. C'était le premier navire coulé par un sous-marin en combat depuis la guerre des Malouines, en 1982. 44 ans plus tard, la marine américaine a montré qu'il n'existe aucun endroit sûr lorsqu'elle décide d'agir. L'Iran s'est retrouvé sans marine. Et c'est dans ce contexte, avec la défense aérienne détruite, les missiles presque épuisés, la marine au fond de la mer, que les États-Unis ont lancé l'opération que le régime iranien avait toujours juré de ne jamais laisser se produire, l'île de Karg. Avant de continuer, arrête-toi une seconde et réfléchis. Si tu étais les États-Unis et que tu voulais détruire l'économie de l'Iran sans avoir à occuper tout le pays, quel serait le seul endroit que tu aurais besoin de contrôler ? La réponse, c'est Karg. Laisse-moi te montrer pourquoi. Le pays vit du pétrole. C'est sa principale source de revenus, ce qui permet au gouvernement de fonctionner, à l'armée d'être équipée, aux milices d'être payées, et 90% de ce pétrole, oui, 90%, partent du terminal de l'île de Karg avant de traverser le détroit d'Ormuz et d'atteindre les acheteurs du monde entier. Sans Karg, l'Iran n'a pas d'argent. Sans argent, le régime s'effondre de l'intérieur. Et tu sais quelle était la taille de cette île qui soutient toute une économie ? 22 km². C'est plus petit que beaucoup de quartiers de grandes villes. Et c'est là que se trouve le cœur économique de tout le pays. Le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas nouveau. Jimmy Carter a même envisagé d'attaquer l'île dans les années 70, pendant la crise des otages américains, pour forcer l'Iran à négocier. Et il a reculé, parce que le risque était trop élevé. Dans les années 80, Saddam Hussein est allé encore plus loin. L'armée de l'air irakienne a bombardé Karg à plusieurs reprises, et a même mis l'île hors service pendant des mois entiers. Aucun président américain n'avait franchi cette ligne en 50 ans, jusqu'à présent. Le 12 mars, des bombardiers américains partis du Royaume-Uni sont arrivés au-dessus de Karg et ont détruit 90 cibles en une seule opération. Tout ce que l'Iran avait construit pour défendre cette île a été éliminé en une seule nuit. Le régime a réagi par des menaces, affirmant qu'il détruirait toute l'île et les infrastructures pétrolières des entreprises liées aux États-Unis. Mais l'ironie est cruelle. Le pétrole de Karg compte bien plus pour l'Iran que pour les Américains.
C'est la différence entre survivre et ne pas survivre. Et maintenant, avec la protection militaire de l'île détruite, des sources au sein du gouvernement américain indiquent que Washington envisage la prochaine étape, occuper Karg. Prendre l'île, l'utiliser comme atout, ou simplement couper les fonds du régime jusqu'à ce qu'il s'effondre de l'intérieur. C'est exactement ce que l'Iran craignait le plus. Non seulement être bombardé, mais être contrôlé, voire le seul poumon qui lui reste encore tombé aux mains de l'ennemi. Et c'est là que nous arrivons à la question à laquelle personne ne peut encore répondre. Est-ce que tout cela suffira à faire tomber le régime ? Parce que détruire l'armée d'un pays est une chose, faire tomber le gouvernement en est une autre, complètement différente. La situation actuelle en Iran est la part la plus imprévisible de cette histoire. Quand vous tuez toute la direction d'une armée en quelques heures, que se passe-t-il avec les soldats, avec les ordres, avec la hiérarchie qui maintient tout en marche ? La réponse, dans le cas de l'Iran, a été le chaos. Le nouveau guide suprême est Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, 56 ans. Il n'a jamais occupé de poste public de sa vie. Il a été élu à la hâte, lors d'une réunion en ligne, parce que le bâtiment où le groupe responsable de ce choix se réunit habituellement avait été bombardé. Sa première déclaration au pays n'a pas été en vidéo ni en audio, c'était un texte lu par un présentateur de télévision, avec une photo fixe à l'écran. Pensez-y une seconde. Le premier message du nouveau dirigeant est une photo statique, lue par un présentateur de télévision. C'est l'image la plus claire possible d'un régime qui a perdu le contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu Mojtaba Khamenei apparaître en public depuis qu'il a pris ses fonctions. Aucune image animée, aucune voix. Personne ne sait vraiment s'il va bien. Et qu'en est-il des forces armées ? Eh bien, le gouvernement iranien lui-même a admis publiquement que l'armée avait perdu le contrôle de plusieurs unités, qui agissent désormais sur la base d'anciens ordres. Sans personne pour coordonner quoi que ce soit, une armée dans le noir, sans savoir exactement qui commande ou quoi faire. La preuve la plus claire de cela a été un incident survenu au tout début de la guerre. L'Iran a accidentellement touché son propre navire, une armée tellement désorientée qu'elle a commencé à se battre contre elle-même. Et, pendant que le régime tentait de se réorganiser, le monde observait, et chaque pays faisait son propre choix sur ce qu'il fallait faire. La Chine, qui achetait 90% du pétrole iranien, est restée silencieuse. Elle a condamné les attaques avec des mots, a demandé un cessez-le-feu, mais n'a rien fait de concret pour aider. Lorsque les États-Unis ont demandé à la Chine d'envoyer des navires pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, la réponse a été simple, non. La Chine dispose de réserves de pétrole pour plus de 100 jours et a d'autres fournisseurs. Au final, elle a choisi ses propres intérêts. La Russie a condamné les attaques avec des mots encore plus durs, mais elle n'a rien fait de plus non plus. Parce que Poutine ne peut pas se permettre d'affronter directement un président américain, qui à ce moment-là était en train de détruire ses alliés devant le monde entier. Et l'Europe, eh bien, elle est divisée. Le Royaume-Uni, réticent et sous pression interne, a autorisé l'utilisation de ses bases pour des opérations spécifiques. L'Allemagne, l'Espagne et une grande partie du continent ont refusé toute implication. L'OTAN a affirmé que ce n'était pas une guerre de l'Alliance. Trump n'a perdu de temps avec aucun d'eux. Nous revenons donc à la même question. Le régime va-t-il tomber ? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait. Ce que nous savons, c'est ceci. En 20 jours, les États-Unis et Israël ont détruit ce qu'il a fallu 40 ans pour construire. Ce régime a perdu sa direction, sa marine, ses capacités balistiques et sa défense aérienne en moins de 3 semaines. Et l'île qui soutient financièrement tout cela est maintenant à la portée des Américains. Le navire d'assaut amphibie USS Boxer vient de quitter San Diego, accompagné de l'USS Portland. Et l'USS Comstock, les 3 navires transportent le 11e bataillon de fusiliers marins. Ce sont plus de 2500 hommes, avec à leur bord des chasseurs F-35B, capables de décoller verticalement comme des hélicoptères, ainsi que des hélicoptères d'attaque et des embarcations de débarquement.
Ils sont partis 3 semaines plus tôt que prévu. Cela s'ajoute à l'USS Tripoli, qui est déjà dans l'océan Indien, venant du Japon, avec 2000 autres marines. 2 groupes militaires complets convergent en même temps vers le golfe Persique, avec un équipement spécifique pour des opérations terrestres. Et, lorsque tout cela sera analysé par les livres d'histoire, il deviendra probablement clair que l'arme la plus puissante des États-Unis dans cette guerre n'a été ni un bombardier, ni un sous-marin, ni un missile. C'était la capacité de mettre la main sur le robinet de l'argent du régime. Et tout indique que, bientôt, ce robinet sera fermé. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que l'Iran va se rendre ou va continuer à résister malgré tout cela ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, partage-la avec quelqu'un qui veut aussi savoir et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.